Bonjour, je suis David Minucci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions pour plonger au cœur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, nous allons parler des différents choix que doit opérer un avocat dans sa carrière. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir 3 avocats autour de la table. Et donc, je vais commencer par présenter Valentine Billard. Donc, tu es avocate au barreau de Strasbourg, en droit du travail. Oui. C'est ça, non? Droit du travail est majoritairement en conseil entreprise. Conseil entreprise, ok. Droit du travail, beaucoup, parce que c'est ma formation, mais je fais aussi du droit commercial et voilà, tout ce qui peut toucher un tout ce dirigeant. qui est en lien avec l'entreprise. Ok, c'est parfait. Ça. Et ensuite, nous avons donc maître Jean Paillot. Donc, tu es avocat toujours à Strasbourg, en droit de la santé. Oui, principalement droit de la santé, oui. Et je ne sais pas si tu as d'autres... Beaucoup de droit de la famille, de droit immobilier. Okay. Je suis généraliste, mais la moitié de mon activité concerne le droit de la santé. Concerne le droit de la santé, ok, parfait. Et donc, nous avons également Alice Canet, donc avocate au barreau de Strasbourg en droit de la famille et également médiateur. Donc, le premier sujet, entre guillemets, qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment fait un avocat, en fait, pour choisir ses dossiers. Est-ce qu'il peut prendre tous les dossiers? Est-ce qu'il en refuse? Comment vous faites un peu pour dire, là, ce dossier-là, je vais l'accepter, celui-là, je vais le refuser? Quels sont les choix que vous opérez, entre guillemets, dans votre carrière par rapport au dossier? Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux. Moi, je suis assez extrême. Moi, c'est que des clients qui sont dans mon domaine et avec mon état d'esprit. Alors, c'est assez restrictif. Mon domaine, c'est le droit de la famille, c'est ce que tu disais. Mais en plus, l'état d'esprit, c'est aider les gens à faire en sorte que ça se passe bien. Donc, ça peut être... Ça se passe bien pour le moment, ils veulent avoir des informations pour continuer à ce que ça se passe bien. Surtout que moi, c'est généralement international ou franco-allemand. Donc, c'est les informer sur le droit patrimonial franco-allemand. Ça peut être que ça commence à se passer mal et ils veulent que ça se passe bien, ou ça peut être vraiment la séparation, le divorce, la crise à la base et ils veulent que ça se passe bien. Donc, je suis assez... assez limitée. Et c'est super clair sur mon site internet. Donc les gens qui viennent chez moi, qui font la démarche de me contacter, c'est qu'ils savent qu'ils passent, ils correspondent à ma manière de faire. Et c'est pareil sur mon site internet, j'écris de manière assez directe. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. J'explique comment je travaille, j'ai des exemples de legal design que je fais. Donc ils savent qu'avec moi, ça va être atypique. Ça permet d'avoir un premier filtre, on va dire. Ah ouais. Un gros filtre. Il est assez restrictif en fait. Ah oui, il reste plus grand monde à la fin qui contacte. Il n'y a que des gens qui vont bien, pour moi. Meilleur taux de conversion, du coup. C'est ça. Et toi comment je choisis mes dossiers Mais est-ce que tu en refuses? Est-ce que ça t'arrive de refuser? Oui, parce qu'en fait, je suis pragmatique. C'est-à-dire que techniquement, on peut prendre n'importe quel dossier dans n'importe quel domaine du droit. Maintenant, moi, je facture à l'heure. D'accord. Donc, si je prends un dossier de droit de la famille que je n'ai strictement jamais abordé, je vois pas trop l'intérêt de mon client, déjà d'avoir quelqu'un qui est novice, qui aura pas nécessairement les réflexes qui sont obligatoires pour chaque matière. Après, de toute façon, le tri se fait tout seul, dans la mesure où, moi particulièrement, c'est que le bouche à oreille. Ouais, okay. Donc ça va être des entrepreneurs qui vont dire j'en ai une, elle est super, appelle-la de ma part, tu verras. Et du coup c'est comme ça que ça vient. Et fatalement les dirigeants ils sont toujours confrontés sensiblement aux mêmes questions et au même type de problématiques. Donc au final je fais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir je sais pas un chef d'entreprise et de te dire lui son dossier non. Est-ce que c'est peut-être lié plus à la personnalité du chef d'entreprise ou alors je sais pas s'il y a des sujets en entreprise que t'as pas envie d'aborder, je sais pas. Le truc c'est que pour le coup je peux être assez extrême sur certains sujets, notamment les femmes, l'égalité et tout ça. Je suis côté employeur. Moi j'ai l'avantage d'avoir le droit pour moi. Donc en fait c'est très facile de dire à un employeur ça on peut pas faire. Donc je suis finalement très alignée avec ce que je fais. Après je suis encore une fois pragmatique, donc du coup je prends conscience qu'il y a certaines choses qui peuvent pas s'appliquer. On trouve des solutions pour être le plus d'équerre possible, tout en restant intègre. Je veux dire, à un moment on peut aussi dire à ses clients que en fait vos salariés sans eux ça roule pas quoi. Donc un minimum de respect, un minimum de savoir-être et laissons à chaque personne ce qui relève de leur propre, de ce qu'ils apportent dans la société. Après évidemment si j'ai quelqu'un qui demain me dit de toute façon les femmes enceintes je les prends pas
Je vais leur dire, alors pas du tout, ça va pas du tout se passer comme ça. Non, mais voilà. Les valeurs, oui, c'est les valeurs. Mais après, de toute façon, je suis quelqu'un d'hyper cash, donc si ça passe ou ça passe pas. Oui, entre guillemets, il n'a pas de surprise au cours du dossier, il le sait dès le premier rendez-vous. Ah, mais mes clients, si maintenant on me dit un truc, je suis pas d'accord, je veux dire, même si je dis rien, faut regarder ma tête. Vous êtes sûr là vraiment de... Et ils aiment ou ils aiment pas. Et au final, mes clients, c'est souvent ce qu'ils me disent. Ils me disent, ah bah, au moins toi, ils apprécient on sait que quand t'es pas d'accord, bah t'es pas d'accord. Genre le bouche à oreille, quand ils viennent chez toi, ils savent à quoi s'en tenir. Parce que ta personnalité est présente dans la relation client-avocat. Ouais, c'est ça, complètement. Et alors toi, Jean, du coup, en droit de la santé, enfin, tu fais pas que le droit de la santé, mais... Je pense que ce sont d'abord les clients qui choisissent leur avocat et pas l'inverse. Nous, on choisit une activité particulière en droit de la famille, en droit de l'entreprise, en droit de la santé. Le client qui a un problème en droit de la santé viendra plutôt me voir que mes consoeurs, naturellement, parce que, voilà, a priori, j'ai les armes intellectuelles pour l'aider. Donc le premier choix, c'est lui qui le fait. Mais ensuite, c'est une relation contractuelle, donc il faut que, moi aussi, quelque part, je l'accepte. C'est rare qu'on refuse un dossier, c'est rare parce que c'est dans l'ADN d'un avocat de dire vous avez un problème, bah ok, je viens vous aider. Si on n'est pas là pour aider les gens, faut changer de métier. Donc le présupposé de base, c'est que vous souhaitez un coup de main, bah d'accord, on va faire le nécessaire. Ensuite, la relation, elle peut évoluer. Soit c'est un client habituel, il est habitué à notre façon de faire, et il revient. Ça veut dire que ça lui convient. Il est content, à la fois pour la qualité du travail et puis pour la relation personnelle qu'on a créée avec le client. Ou alors c'est un client particulier qui vient une fois et puis on le reverra pas. Dans ce cas de figure, parfois, effectivement, dès les premiers mots, dès les premiers rendez-vous, on voit que ça va pas coller pour différentes raisons. Et à ce moment-là, on se dit au revoir et puis c'est fini. Il va voir un autre avocat. La technique que j'avais vue avant, donc, je me suis installée directement du temps d'avant, c'est un client qu'on ne sent pas, on va lui proposer des honoraires démesurés. On va complètement, je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour vous, on va lui dire pas de problème, ça fera 10 000 €. Alors le problème, c'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui a accepté. Et là, c'était problématique. Surtout si ça est cher, c'est ça. Donc je m'en suis sortie parce que ça, c'est aussi important, c'est que mes clients, je leur dis toujours, j'ai mes limites. Il y a les choses que je sais faire, les choses que je ne sais soit pas encore faire, soit que je n'ai pas franchement envie de faire, mais dans tous les cas, j'estime qu'à partir du moment où vous venez vers moi vers une problématique, je ne vais pas vous laisser dans la nature. C'est-à-dire qu'on est suffisamment, on connaît forcément quelqu'un qui fait une matière, ou alors on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc pour moi, c'est hyper important quand quelqu'un vient me voir et que je lui dis, écoute, moi je te le fais, si je te le fais, ça va te coûter les yeux de la tête, pas parce que j'ai pas envie de toi, t'as pas envie de toi, on se comprend. Voilà, c'était la première, il fallait que ça arrive. C'est pas parce que j'ai pas envie de travailler avec toi, c'est juste que, comme ce que je disais tout à l'heure, je vais te surfacturer, ça n'a aucun sens. En termes de temps. Mais dans ce cas-là, moi je sais pas si c'est pour vous le cas aussi, mais on a des forums, des trucs. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là ? Et on redirige. Parce qu'on laisse personne dans le... Moi aussi, j'ai envie d'aider les gens, mais j'ai aussi cette idée, ma meilleure manière d'aider les gens, c'est quand ça va bien matcher, quoi. Que je vais avoir vraiment envie, que la personne, je vais avoir sincèrement envie de l'aider. Parce que je l'apprécie et j'ai vraiment envie de l'aider à arriver au résultat qu'elle veut. En revanche, je ne vais pas les laisser dans la nature. Je vais essayer de recommander les bonnes personnes. Souvent, beaucoup de choses se font au premier rendez-vous. Et si c'est pas au premier, c'est au deuxième ou au troisième. Mais assez rapidement, on voit si on est fait pour travailler ensemble ou pas. Et puis, on a la chance à Strasbourg qu'il y a beaucoup d'avocats et que donc il y a beaucoup de manières d'être défendu et que un justiciable ou quelqu'un qui demande des conseils va trouver chaussure à son pied, forcément. Et il y en a beaucoup et il y en a suffisamment peu pour qu'on se connaisse quand même un minimum et qu'on puisse aller dire qu'il y aurait un avocat pour ci ou pour ça. Ouais, ok. Et justement, vous trouvez ça important en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à conseiller à beaucoup d'avocats, c'est de leur dire, mets de ta personnalité dans ton site web, dans ta manière de communiquer, parce que tu attireras les gens qui pensent comme toi. Enfin, voilà, moi, ça a toujours été un de mes leitmotivs dès le départ. Sauf que, honnêtement, très peu d'avocats le font aujourd'hui. Est-ce que ça serait pas justement positif de se dire, en fait, les clients viennent parce que c'est moi et non pas parce que je suis avocat, en fait.
Alors, Valentine, elle est très bien pour personnalité et site web. Voilà. Ah, c'est un fail absolu, le site web. Je n'ai pas de site web. Ouais, pas pour l'instant. Non, alors j'ai essayé, mais le principe... Alors moi, le problème, c'est que si je m'écoute... Alors, il y a la Valentine qui se filtre et la Valentine qui se filtre pas. Celle qui se filtre... Déjà, moi, le principe de... moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça... compliqué, c'est difficile. Pour moi, d'essayer de me vendre, c'est compliqué parce que je trouve qu'on fait une matière qui est pas commerciale. Enfin, c'est pas que je trouve, on fait pas une matière commerciale. Donc, c'est compliqué de dire, moi, je ferais mieux que les autres. Voilà. Celle qui se filtre pas, moi j'irais des comme ça, rock'n'roll, on y va, les tatouages, les trucs, les machins, je suis pas sûre que j'aurais qui que ce soit qui viendrait. Mais si, il y a plein de gens dans la vie. Ouais, mais bon, ils seraient tous rock'n'roll comme ça, à un moment il faudrait quand même être un peu sérieux sur quand je demande des... Je dis pas qu'ils sont pas sérieux. Mais ça n'empêche pas d'être sérieux à l'intérieur. Ah non, mais je l'entends, mais en fait je pense que si je devais avoir une vitrine, il faudrait que la vitrine pour le coup soit plus sérieuse que moi, pour qu'au moment du premier rendez-vous, ils se rendent vite compte du décalage qu'il y a entre mon travail, parce que ça c'est important, c'est que je pense que je travaille bien, en fait. En tout cas, moi, je donne tout ce que j'ai dans ce que je fais. Je travaille bien, je travaille dur, je trouve des solutions. Mais à côté de ça, c'est vrai que je vais pas m'empêcher d'être moi-même. Mais si sur mon site internet, je leur dis, allez, c'est la fête... sans dire que c'est la fête, mais en tout cas, parler... Enfin, voilà, non. En fait, je trouve les vidéos, c'est bien pour ça, parce que ça montre vraiment tout ce qu'est le langage non-verbal, quoi. Et donc, du coup, on s'attache ou pas à la personne. Mais même déjà sur les photos, la manière de rédiger le texte. Après, il n'y a pas besoin non plus de partir, entre guillemets, dans des délires. Enfin, il faut rester sérieux, quand même. Ah, bah, il y en a 2-3 qui sont gratinés, hein. On avait fait des tours de sites internet, où des fois, c'est pas forcément des avocats, mais sur des activités un peu annexes, où il y en a... Bon, après, il y en a aussi, c'est beaucoup pour se distinguer aussi. Ouais, non, mais j'entends. Après, moi, vraiment, c'est un vrai fail. Je sais que c'est un axe d'amélioration, hein, clairement. En même temps, t'en as pas besoin, t'en fiches. Mais parce que les gens viennent pour le mélange de compétences pointues dans ton domaine créativité, que beaucoup n'ont pas, et de personnalité. Peut-être. Bouche à oreille, c'est le mélange des deux, le bouche à oreille. Peut-être. Je serais pas la mieux placée pour en parler. De toute façon, je fais pas exprès, hein. C'est à un moment ça sort, hein. Non, mais je trouve que le fait de, moi je pousse énormément les avocats à faire des vidéos parce que je trouve que justement leur personnalité transparaît dans la vidéo justement, et c'est ce qui fait. Et d'ailleurs moi, il y a énormément d'avocats justement pour lesquels on a travaillé cet axe vidéo où justement ils me disent, en fait tel client m'a dit, en fait je suis venu en rendez-vous mais je savais déjà que c'était vous en fait. C'est beau ça. Et je trouve ça, justement, je trouve ça beau parce qu'ils viennent pas justement parce que voilà, la personne est avocat, mais c'est parce qu'ils cherchent une personnalité. En fait, il y a quand même un lien de confiance qui doit se créer, donc quelque part, il faut qu'il y ait les personnalités, elles matchent aussi, quelque part. Mais Jean n'a pas répondu encore sur la question, et son site est aussi un peu personnalisé. Oui, c'est vrai. Bon, moi, je crois que le premier site que j'ai créé, c'était en 98 ou en 99. Précurseur, parce que pour les avocats, c'est précurseur. Je suis assez à l'aise. Très, très en retard, du coup. Je suis assez à l'aise avec les sites internet en général. Celui qui me sert actuellement a été fait par un autre, même si je l'alimente personnellement, et je mets pas mal de moi-même. Voilà. Donc le client intéressé à l'idée de prendre contact avec moi a beaucoup d'éléments me concernant qui lui permettent de voir si l'a priori est positif ou pas. Ouais, voilà. Tout à fait. Après, ça reste une rencontre personnelle. Et puis, il y a beaucoup de dossiers où les gens viennent me voir indépendamment de ce que je pense, qui je suis, etc. Mais parce que j'ai une compétence particulière dans mon domaine, notamment en droit de la santé, plus particulièrement en droit de la fin de vie. Toutes les affaires Leonetti, Claes Leonetti, arrêt de soins et compagnie, les gens viennent me voir parce que je suis compétent et que c'est une niche très particulière où on n'est pas non plus extrêmement nombreux à connaître ce domaine. Tu avais été médiatisé comme avocat des parents de Vincent Lambert. Oui. Voilà, donc le bouche à oreille fonctionne bien aussi, et pas seulement parce que c'est tel avocat, mais aussi parce qu'il connaît bien ce domaine. Voilà. Donc après, on arrive à se découvrir et voir si effectivement on peut travailler ensemble. Mais voilà, quand la compétence est là, surtout dans des domaines très particuliers, qui sont en plus des domaines d'urgence, les gens viennent me voir. Ils s'appellent comme ils s'appellent, ils viennent d'où ils viennent, et puis on travaille correctement ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, je trouve que moi, ça permet vachement de rayonner, justement, parce que au final, peut-être qu'effectivement, à Strasbourg, il n'y a peut-être pas 20 avocats qui font le droit de la santé, mais par contre, au niveau national, là, il y en a quand même davantage. Donc quelqu'un pourrait se dire,
quelqu'un qui est à Strasbourg pourrait se dire, je vais prendre un avocat parisien ou je vais prendre un avocat à Bordeaux, parce qu'en fait, il se met en avant entre guillemets. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, son site internet ou autre, ou à la télé par exemple. Et donc du coup de se dire, je vais prendre cette personne-là parce que non seulement a priori il est compétent en droit de la santé, mais également j'aime sa personnalité. Donc je veux dire, ça permet, et moi pour le coup j'ai plein d'exemples là-dessus. Bon, même si c'est pas, et ça remplit pas l'agenda de rendez-vous partout en France, mais en tout cas il y a quelques beaux dossiers comme ça qui arrivent à être décrochés. Notamment ils arrivent à prendre souvent des dossiers parisiens, parce que souvent c'est un peu, ils gagnent quand un avocat de province arrive à prendre un dossier parisien, c'est un peu une victoire quelque part. Mais en tout cas, je trouve que ça permet de rayonner un peu plus au niveau national, parce qu'en fait, vous avez quand même une compétence qui est nationale. Ouais, bon, après, moi, je suis pas trop d'accord avec le secteur. Moi, j'ai beaucoup de clients j'ai très peu de clients dans le coin, en fait. Ouais. C'est bien. Le bouche à oreille. En fait, depuis le Covid. Après, moi, c'est particulier parce que j'ai comme clientèle des dirigeants. Les dirigeants, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de venir à mon cabinet. Tout se fait par téléphone, éventuellement sur visio, ce que j'aborde, on va pas se mentir. Ah oui, j'aime pas du tout ça, la visio. Et donc, du coup, moi, j'ai des clients à Rennes et tout ça. Et en fait, à aucun moment, ils se posent la question de se dire j'aurais dû aller à Paris parce que... De manière réelle ou fantasmée, les compétences sont peut-être plus poussées. J'en sais strictement rien. Moi, je travaille ce que moi je fais. Après, les autres, ils font comme ils veulent. Et donc, du coup, je suis pas sûre que ce soit une victoire. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça, de prendre une victoire, parce que j'ai d'autres dossiers de Paris aussi. Je trouve que les avocats, ils aiment bien rayonner un peu partout en France. Oui, mais pas prendre le dossier par rapport à un voilà, autre c'est avocat. ça. Moi, en tout cas, dans mon domaine, c'est peut-être pas le cas pour les autres, mais moi, dans le conseil aux dirigeants, l'avocat, à partir du moment où il est bon, il peut être de n'importe où. Oui, tout à fait. Après, je préviens. En tant que conseil, ouais, parce que je fais pas tellement de procès. Moi, j'essaye de les éviter au possible. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que si tous les avocats mettent en avant uniquement la compétence, en fait, le client, dans ce cas-là, effectivement, il va prendre celui à proximité. Oui, c'est ça que je veux dire. Sauf avoir une compétence de niche. Oui, c'est ça. Ouais, là, il y a très peu de spécialistes de la fin de vie. Oui, après, j'avoue, peut-être la fin de vie, il n'y a peut-être pas énormément. Mais si on prend par exemple le droit de la santé, il y en a quand même, je ne sais pas combien il y en a en France, mais il y en a au moins une centaine minimum qui font le droit de la santé. Fin de vie, là, on est dans la tête des fins. Mais je veux dire, du coup, en tout cas, je trouve que la personnalité permet justement de se distinguer de la masse, puisqu'au final, un client, il ne sait pas forcément quel avocat il va choisir. Lui, il est même pas capable de savoir si l'avocat est compétent ou pas, en fait, au final. Sauf à avoir effectivement des recommandations de bouche à oreille de clients déjà passés au cabinet. Oui, mais même ça, il ne saura pas forcément s'il est compétent. Complètement. Il saura s'il y a un bon feeling, si l'autre personne s'est sentie bien conseillée, mais est-ce que réellement la personne a été bien conseillée ? Oui. Et puis nous, on réfléchit quand même avec notre prisme de connaissance du droit et des branches du droit. Moi, j'ai déjà eu des cas, alors j'ai plus d'exemples là en tête, mais il y a des gens qui viennent en disant j'ai un problème de droit du travail. Ok, mais en fait, c'est pas du tout un problème de droit du travail. Et ça, c'est aussi compliqué parce que quand on met sur un site internet ou une description quelle qu'elle soit, qu'on est compétent en droit, moi pareil, droit social. Le droit social, pour quelqu'un qui ne sait pas, ça veut tout et rien dire. Ça va être le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit des mutuelles. Enfin voilà, c'est tout un axe. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est bon en droit du travail qu'on va avoir les compétences en droit de la sécurité sociale, par exemple. Donc ça, les gens, ils n'ont pas forcément le bon... Enfin, ils sont pas guidés, en fait. Je trouve qu'il y a un manque de... Ça peut être guidé par le site, en disant très concrètement, je réponds à telle question. Ouais, mais je ne réponds pas à telle autre question. Oui, mais je ne réponds... Moi, je trouve que c'est un petit peu... c'est plus compliqué. Ou par l'IA, sinon il faut mettre un petit chatbot IA. Parfois, les clients sont guidés par des raisons qui peuvent nous apparaître un peu irrationnelles. Ils sont guidés vers un avocat. Voilà, j'ai besoin d'un avocat en droit du travail. J'ai un client qui est venu me voir pour une affaire d'assises parce qu'il m'a entendu dans le cadre d'une visite d'un monument de Strasbourg pendant les journées du patrimoine. Et il m'a dit « Ah oui, je vous ai entendu et vous parliez drôlement bien. Alors, je voudrais que ce soit vous qui me défendiez en assises. » Bon. Ça s'est bien passé au demeurant parce qu'il a été acquitté. Mais voilà, enfin, on se dit, vous pourriez prendre un avocat plus spécialiste que moi en droit pénal. Voilà, pourquoi moi ? Ah, vous parliez bien. Ouais, là pour le coup, c'est un peu la personnalité quelque part qui est. Complètement, oui. Mais je trouve que c'est un peu le rôle de l'avocat d'être un peu un espèce de guichet du droit. Complètement. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, vraiment, parce que quand les gens viennent me voir.
avec des problématiques que je sais que franchement, j'y arriverai pas, quoi. Pas de manière efficiente. Déjà, nous, on est là pour identifier. Alors, ok, ça, c'est une problématique de tel droit. Moi, dans mon entourage, voilà, je peux vous conseiller un tel. Mais c'est vrai qu'on est, pour moi, on est un guichet. Hein. Même au téléphone. Au téléphone, moi, ça m'arrive très souvent qu'on m'appelle, puisque du coup, je suis dans une petite ville, donc je suis appelée régulièrement pour différentes problématiques, notamment du droit pénal, du droit de la famille, ce que je ne fais pas. Et c'est à ce moment-là que je donne d'autres noms. Des fois, je donne même le numéro, quoi. Parce que j'estime que quelqu'un qu'on appelle, je trouve ça un petit peu violent de lui. Alors déjà, elle est en difficulté, cette personne, et on dit désolé, je fais pas ça. Bah ouais, c'est vrai Pardon, mais je trouve que effectivement, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. On est là pour. Enfin, si on fait ce métier, c'est parce qu'on a à cœur d'aider les gens, les aider en les guidant, mais c'est hyper important. Ouais, moi je fais plus parce que j'ai un site internet très clair, donc les gens qui me contactent viennent pour moi. Vous avez qu'à lire mon site. Vous avez pas lu? Non. En fait, je ne réponds pas au téléphone. Ah bah voilà, encore mieux. Je ne réponds pas. Les gens prennent rendez-vous avec moi par mon site internet. Ah ok. Et il y a au moment de la prise de rendez-vous un petit formulaire à remplir sur ce qui les amène à moi, ce qu'ils cherchent avec moi, ce qu'ils ont essayé de faire avant moi. Et s'ils vont jusqu'au bout de la démarche, même si c'est un rendez-vous gratuit, c'est parce qu'ils voient qu'ils sont au bon endroit, quoi. Mais je pense que, toi, Alice, tu dois avoir un problème de flux, en fait, parce que le droit de la famille, en fait, c'est beaucoup, c'est que des particuliers, et surtout, il y a entre guillemets, de la quantité, un peu comme le droit pénal, ou même en droit du travail aussi, il peut y avoir des gros flux. Alors que toi, c'est plus de l'entreprise. Oui, mais s'il y a des gens qui viennent en pénal ou en rien à voir, en famille, parce que petite ville et qu'ils ont vu limite dans le beau temps. Et puis j'ai un nom qui commence par B, donc c'est tout au début. Ouais, non, mais des fois, c'est pas plus bête que ça. Hein. Donc, non, mais je les renvoie. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'appels. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème chez moi. Il y a très peu de problématiques. Je vois pas d'autre explication. Et donc du coup, alors pour changer un peu de sujet, mais on reste dans le thème de l'émission qui est sur les choix. Alors je sais pas, vous êtes associé dans les cabinets ou non? Vous êtes tout un titre individuel? Non, je suis à titre individuel, oui. Vous êtes tous les trois, du coup? Moi aussi, ouais. J'ai exercé en cabinet. Ouais. J'ai exercé 10 ans comme collaborateur, 8 ans comme associé dans le même cabinet. Et puis au bout de 18 ans, j'ai pris mon indépendance et j'ai créé mon propre cabinet. Et alors du coup, pourquoi c'était quoi? C'était un problème peut-être relationnel ou... Oui et non, il y a aussi un ensemble de circonstances qui ont fait qu'à un moment, je me suis dit non, je serais beaucoup mieux tout seul et je le regrette pas un instant. Ouais. J'ai beaucoup apprécié de travailler en groupe, mais il se trouve que dans ce cabinet, j'avais plutôt une activité individuelle. C'était un cabinet de droit des affaires et je faisais plutôt le contentieux, qui est plutôt une activité, on va dire, individuelle. Donc j'ai toujours travaillé en individuel, y compris en étant associé. Donc c'était pas difficile de switcher et de voir comment on fonctionne en individuel. Est-ce que les chiffres, c'est quoi? Je crois, il me semble que c'est 30% d'associés, 30% d'individuels et après 30% en collab. Je crois, il me semble que c'est ça à peu près. Je pense qu'à Strasbourg, il y a beaucoup d'individuels. Ouais. Beaucoup. Ouais. Mais j'ai pas les. Je pense que c'est une donnée assez importante au plan national. Je me demande si on n'est pas plus proche même des 50%. En individuel? Ah ouais. Oui, je pense qu'il y a plus d'individuels que de... parce que moi j'avais les stats, mais avec les collaborateurs, je crois. Oui, mais après, en tout cas, c'est la tradition. Non, c'est ça, c'est qu'il y a des structures avec 50 avocats, donc forcément, comment est-ce qu'ils calculent le truc, hein? Est-ce qu'ils prennent chaque personne ou une structure? Pardon. Non, pas de souci. Mais alors au début, moi je me disais, mais ça dépend de la matière. Et puis en fait, au final, plus j'avance, entre guillemets, plus je me rends compte que pas du tout, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, droit de la famille, c'est plutôt des cabinets individuels, mais il existe des grosses structures en droit de la famille, des fois avec 20, 30 avocats, enfin voilà. Donc, alors qu'est-ce qui distingue parce que toi tu disais en fait t'as un exercice individuel, on va dire c'est plus un choix personnel au final, parce que en soi ça pourrait être, tu pourrais intégrer un cabinet où il y a d'autres matières par exemple, pluridisciplinaires. Je travaille en communauté de bureau avec un autre avocat qui est venu chez moi. Manifestement, il se sentait suffisamment bien pour y rester d'ailleurs, tant mieux. Mais oui, il y a des circonstances qui font qu'à certains moments, on sent que ça va être mieux en individuel. Il y a d'autres moments où on se dit c'est peut-être mieux de travailler avec d'autres.
C'est difficile de trouver une règle qui fonctionne pour tout le monde. Donc vraiment, ça dépend et des circonstances et des choix professionnels, au sens j'ai envie de travailler plutôt dans tel domaine. Je n'ai pas forcément besoin. Je trouve qu'en droit des affaires, la possibilité de travailler à plusieurs est légitime. Ouais, parce qu'un même client, quelque part, il peut rayonner avec différents... Oui, il peut y avoir des problématiques qui méritent d'être vues sous différents angles. On fait une restructuration de société, c'est rare qu'on arrive à le faire tout seul. Ça peut impliquer qu'on soit quelques-uns. Certains y arrivent, mais voilà, c'est bien. Ça peut être aussi pour le dirigeant qui a un cabinet dédié aux dirigeants, mais qu'il y ait un aspect dedans, conseil pour la gestion de l'entreprise, pour le patrimonial de la famille, pour éventuellement le pénal, dans certaines situations. On pourrait aussi imaginer ça. Ou pour des clients, des cabinets pour des particuliers, avec du pénal, de la famille et du travail, parce qu'on sait que quand souvent ça va de travers dans un, il peut y avoir des répercussions dans les autres. Ouais. Mais est-ce que vous êtes posé la question du coup avant de vous installer? Est-ce que vous vous êtes dit non, moi ce sera un cabinet individuel, ou est-ce que vous vous êtes dit pourquoi pas m'associer? Je recherche des associés. Bon, au final ça s'est pas fait. Enfin, je sais pas comment on passe en gros de collaborateurs. Enfin, je sais pas, mais en tout cas comment on crée son cabinet. Est-ce que c'était évident que ça allait être individuel, ou est-ce que non, il y a eu une recherche en amont? Bon, après pour moi c'était particulier parce que je savais que je voulais m'installer dans ma ville. Moi, je suis pas à Strasbourg. Après, pour trouver un confrère qui serait intéressé pour venir parce que moi je suis originaire de cette ville, donc évidemment j'ai c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Moi je connais des cabinets où il y en a un dans telle ville, il y en a un dans une autre ville, et ils sont associés. Ouais, mais alors du coup, parce que moi, honnêtement, le fait de m'installer toute seule, enfin, je me suis installée parce que c'était le moment. Je veux dire, il y a un moment dans la carrière où on sait que ça y est, c'est le moment. Je prends mon envol, et de toute façon, à mon sens, mais ça m'est personnel, c'est la finalité du métier. Pour moi, au bout d'un moment, c'est quand même un métier qui a une vocation à être travaillé de manière indépendante. Je me suis installée parce que c'était le moment, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un susceptible d'être intéressé. Après, j'ai pas cherché outre mesure, mais j'aurais apprécié avoir quelqu'un à qui ne serait-ce que parler, alors pas forcément en association, mais au moins dans les mêmes locaux. Pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, c'est d'être vraiment seul. Ouais. Et d'avoir aucun échange, même. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je suis dans mon domaine et je parle à quelqu'un qui fait un tout autre domaine, je lui expose certaines choses. Et en fait, on discute. Et ça, c'est vraiment un truc, quand on s'installe, pour moi, ça a été très, très dur. Ouais, le fait d'être seul. Et puis même après, même pour les vacances, enfin, je veux dire... Les quoi? Ah, mais s'il y a une audience pendant les vacances, bon, après, maintenant, on peut demander à un confrère, etc. Oui. Mais c'est sûr que... Quand on est substitué, ça, c'est bon. Ça se gère. Les vacances, pendant les vacances comme scolaires, ça va. C'est plus le côté humain d'être seul. Ah ouais, ça c'est dur. Mais ça n'a pas forcément à voir avec le statut association. Oui, ça n'a pas forcément. Moi, je suis à mon compte individuel et seul depuis la prestation de serment. Mais j'ai toujours été en communauté de bureau. Donc j'ai toujours pu aller toquer à la porte à côté, ou me retrouver à la cuisine au moment du déjeuner et parler de mon dossier, ou parler avec les confrères ou consoeurs de leur dossier. Et qu'effectivement, juste pour le plaisir d'échanger, ou parce qu'on en parle, les idées grandissent. Et que ça permette d'avancer sur plein de choses. Donc c'est pas la même chose. Non, je suis d'accord avec toi. Partage et lien juridique entre les personnes. Après, pour répondre à ta question, moi je me suis installée directement parce que je voulais pas qu'on puisse me dire ah ben non, tu veux des enfants, c'est très bien, mais par contre les dossiers tu les bosses et tant pis si ça veut dire jusqu'à 20h. Je suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, moi c'était mon truc et je voulais pas qu'on puisse moi sentir une limite dans mon choix d'avoir des enfants et du temps que je passe avec eux. Donc je me suis installée directement. Alors, du coup, complètement inenvisageable bien sûr de m'associer dès le début, parce qu'il faut d'abord quand même faire ses armes. Et pour moi, c'est important aussi de pouvoir grandir dans sa réflexion sur sa manière d'exercer et ses compétences. Et une fois qu'on a une idée claire, peut-être qu'on peut faire venir des gens avec soi dans le bateau. Mais avant, non. Mais là, maintenant, oui, moi j'aimerais bien moins m'associer, mais plutôt faire grandir avec des collaborateurs et autres. Et voir aussi au niveau franco-allemand et grandir au niveau... comme ça, mais... Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Parce que moi, des fois, je rencontre des avocats et donc, ils sont par exemple collaborateurs et puis ils décident que ils ont pour projet de s'installer.
Et en fait, ils se mettent en recherche d'associés parce que pour eux, alors est-ce que c'est une question d'image, j'en sais rien, mais pour eux, en gros, il faut créer quelque chose avec d'autres pour être plus gros, paraître un peu le plus mythe gros. de l'association aussi, de super, je suis associée, j'ai 1% que j'ai payé cher et derrière, je suis tout autant contrainte dans ma manière d'exercer par l'associé principal. C'est un peu la question du statut. Et oui, dire je suis associée, ça fait un peu chic. Concrètement, ça veut dire quoi dans le quotidien? C'est plutôt ça qui Oui, c'est sûr, il faut qu'il y ait c'est un mariage. Moi, je vois ça toute la journée. C'est mes dossiers. S'associer, c'est un mariage. Donc, c'est pour ça que je privilégierais plutôt la communauté de moyens, d'être dans les mêmes locaux. Mais c'est vrai que l'association, c'est compliqué parce qu'en plus, on va pas se mentir, les avocats, ils ont souvent une personnalité propre. C'est difficile. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut être honnête. On est indépendant. On est indépendant. On a quand même beaucoup de difficultés avec l'autorité. Enfin, pas l'autorité, mais c'est-à-dire que quand on nous donne une règle, notre premier truc hyper fun à faire, c'est bien. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas le respecter? Donc, je pense qu'au niveau de personnalité, égo, on va pas se mentir aussi, ça doit être difficile de trouver un accord, une espèce de symbiose avec quelqu'un d'autre. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que pour moi, l'association, de ce que je vois au quotidien, c'est quand ça ne va plus. Donc forcément, et puis j'ai jamais travaillé dans un... Moi, j'étais collaboratrice d'une personne qui était elle-même à titre individuel, elle exerçait elle-même à titre individuel. Donc en fait, je ne sais même pas ce que c'est travailler en association. Objectivement, je l'ai jamais vécu. Donc pour moi, ce serait vraiment l'inconnu. Mais ça pourrait être un projet dans le futur. Enfin, je sais pas, admettons un collaborateur, une collaboratrice qui vient au cabinet, ça se passe super bien, super bonne relation. Non. Alors c'est pas une question. Alors les relations, pas de problème. Moi, j'ai juste un problème de positionnement. C'est-à-dire que si on a été collaborateur pendant très longtemps. Psychologiquement, d'un côté comme de l'autre, j'ai du mal à envisager le moment de ça y est, on est à même niveau d'équilibre. Et j'ai peur que, même si c'est des freins que le collaborateur ou la collaboratrice se mettra toute seule ou que moi-même je mettrai, c'est quelque chose qui va exister, qui va préexister, et il y aura toute une histoire derrière. Et moi, j'ai mis certaines réserves. C'est parce que moi, je me dis, en fait, tu l'as un peu dit tout à l'heure, je me dis, en fait, quand on a un collaborateur de qualité, qu'on aime bien, qui ça se passe bien, qu'on a formé, enfin voilà, qui est compétent, enfin quelque part, c'est un peu idiot de le laisser partir. Ah, mais je suis d'accord. Donc, en lui proposant une association, bon voilà, ça permet de le garder dans les équipes et d'avoir un bon élément sur qui compter, en qui on a confiance. Enfin, moi, c'est plus ce côté-là. Non, mais j'entends complètement. Parce que moi, en fait, j'accompagne des cabinets où effectivement, ils étaient seuls et puis ils ont grossi. Bon, voilà, tant mieux pour eux. Et en fait, se pose la question de dire, là, maintenant, il y a des départs, en fait, de collaborateurs. Ouais, mais ça, à mon avis, ça peut être possible quand on a une grosse structure de base parce que les relations sont pas les mêmes. Quand on travaille, on est le seul collaborateur d'une personne qui travaille à titre individuel. Il y a une relation qui est quand même assez, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu, qui est vraiment très 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 proche, et donc de passer tout de suite d'un switch de hiérarchie à pas de hiérarchie ou pas, pour moi ça doit être compliqué. Et puis il y a l'associé fondateur qui a la vision et qui mène le truc, et l'autre, mais effectivement il y a la question de rester collaborateur. Je pense que personne ne voudrait, enfin je sais pas que tu étais sans collaborateur, mais sans perspective d'évolution, plus de nos jours en tout cas, mais la question se posera sans doute un jour, mais je ne sais pas encore, donc la dimension psychologique est effectivement importante, et le fait de switcher de collaborateur à associé n'est pas du tout facile, et je suis d'accord, on n'est pas forcément sur un pied d'égalité, on l'est au plan juridique, on l'est pas dans la réalité. Et même si l'associé fait tout pour que ça se passe bien et que tu es vraiment associé et je te demande toujours ton avis, etc., il y a toujours une réserve. Il y a un frein, les bonnes associations, c'est entre personnes qui ont plus ou moins le même âge, qui font plus ou moins la même chose. C'est ça qui marche bien. Et on a de très beaux mariages professionnels à Strasbourg, au barreau, depuis des dizaines d'années. Voilà, ça fonctionne très bien. Ça peut très très bien fonctionner. C'est un mariage économique, c'est un mariage intellectuel, mais il y a quelque chose d'affectif aussi un petit peu derrière. Parce que du coup, ça voudrait dire que si un cabinet veut grossir, en gros, il est obligé de s'associer, mais de manière externe, de faire venir quelqu'un, et pas au niveau interne. Moi, c'est ce que je ferais. Ah ouais, pas du tout. Complètement. Après, moi, je conseille l'inverse total à mes clients. Et si tu as été le père d'un collaborateur, non, mais ça, je suis d'accord que les relations, effectivement, sont compliquées. Oui, il y a un truc qui matche pas trop, là, effectivement. Mais effectivement, peut-être que le problème, effectivement, c'est de se dire, j'ai un collaborateur et je l'associe, alors que peut-être quand on en a plusieurs, il y a moins déjà ce côté. Mais enfin, de toute façon, du coup, j'en choisis un. De toute façon, il y est toujours. Mais en même temps, dans un cabinet, enfin,
même, enfin je suis désolé, mais quand il y en a plusieurs qui s'associent, il y a toujours un chef. En réalité, il y a jamais plusieurs chefs dans un cabinet. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, même si ça se dit machin, etc. Moi, je le vois bien parce que je suis prestataire pour les cabinets d'avocats. Je sais tout de suite qui décide. Il y en a un qui est là et boum. Je pense que dans des grands câbles de Strasbourg où il y a différents grands noms qui sont mis ensemble, je pense que tous les grands noms étaient plus ou moins à égalité et qu'effectivement, il n'y a pas forcément un boss, mais parce qu'ils se sont associés alors qu'ils étaient tous au même stade. Et qu'ils apportaient tous sensiblement la même chose. Après, il y a le chiffre d'affaires qui joue. Enfin, moi, je vois des cabinets où ils se sont associés. Voilà, ils étaient tous, par exemple, collaborateurs d'un cabinet. Ils ont créé un cabinet de zéro. Et je vois que, alors, au début, oui, globalement, ça discute, machin et tout. Et après, très vite, c'est le chiffre d'affaires qui compte. En fait, celui qui a le lead, c'est celui qui fait le plus de chiffre. Enfin, souvent, honnêtement, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est ça. C'est que celui qui prend le lead, c'est celui qui a le plus de chiffre d'affaires. Donc, je veux dire, en fait, quelque part, il y a toujours un lead. Et c'est normal. Enfin, une structure, elle doit quand même avoir une tête. C'est pas une question de diriger ou de pas diriger, puisqu'en fait on peut incarner la direction tout en sachant très bien que n'importe quelle décision va être soumise au vote des autres, au vote ou à l'approbation, enfin comme on l'entend. Par contre, quand on a quelqu'un qui vous a formé, parce que quand on sort de l'école d'avocat, je dis pas ça pour toi Alice, parce que tu t'es formée sur le tas, mais moi en tout cas j'ai appris, je suis restée 6 ans et demi, 7 ans en collaboration avec une personne qui m'a formée, mais au sens véritable, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a appris le métier. Je me voyais pas, bon, de toute façon il n'en était pas question, mais je pense que je me serais jamais vue, quand bien même, et en plus c'était tout à fait le genre à me dire allez-y, prenez votre envol, prenez des décisions et tout ça. Moi, psychologiquement, de me dire que mon mentor me dit allez, vas-y, c'est la fête, tu peux prendre tes décisions, ça aurait été trop compliqué. Ah ouais. Mais encore une fois, ça me concerne moi, peut-être que ça dépend quelle relation on a. C'est peut-être pas sur une première collaboration en tout cas, parce que quand on est sur une première collaboration, on a quand même une espèce d'adoration pour, enfin en tout cas moi c'était un peu le cas pour la personne. Je pense qu'il y a vraiment. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est un vrai côté de mentor. Cas de ce que tu dis effectivement où le collaborant a proposé une association à plusieurs de ses collaborateurs au fil des années et à chaque fois ça a été refusé. Je pense que c'est pas forcément remettre en cause la qualité de chef entre guillemets, mais je pense qu'effectivement se dire tu étais mon mentor, mon maître de quoi, et maintenant on est au même niveau. C'est dur. Je pense que c'est compliqué. Mais moi je trouve que c'est un frein dans le développement des cabinets justement, parce que on laisse partir quelqu'un de qualité, on laisse partir du chiffre d'affaires quelque part, parce que la personne elle va être indépendante du cabinet, alors qu'en fait elle aurait pu grossir à l'intérieur du cabinet ensemble en équipe. Enfin je sais pas. Enfin bref, c'est ma vision des choses. Mais... Après, ils ne nous appartiennent pas, les collaborateurs. non, mais après, ils sont libres de décider. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, moi, après, je suis pas dans la profession, entre guillemets. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, développement, je trouve ça plus pertinent, effectivement. Et il y en a certains qui ont réussi. Il y a des cabinets où ils ont associé leurs collaborateurs. Et ça se passe bien. Ils continuent d'associer des collaborateurs. Ils continuent de grossir, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué comme c'est sans doute plus facile dans une grosse structure. C'est ça, exactement. Ouais, mais au début, on est petits. On a précisément l'occasion de voir le jeune collaborateur qui va devenir bientôt associé et pour lequel c'est même un projet professionnel. En fait, c'est ça. C'est quand la structure est plus moyenne... Est-ce qu'il faudrait pas, en fait, quand on recrute le collaborateur, qu'il ait une espèce de parcours collaborateur, en lui disant, dans 7 ans, tu seras associé au sein du cabinet, si t'es encore là, entre guillemets. Non, mais ça permet de se projeter aussi. Non, mais j'entends. Après, moi, honnêtement, je vais faire un parallèle, c'est que... Mais c'est personnel. Je trouve qu'il est important dans sa construction personnelle de ne pas quitter ses parents et aller tout de suite vivre avec quelqu'un. Et c'est plutôt intéressant d'aller vivre tout seul, savoir vivre tout seul, et voir comment ça se passe et qui on est tout seul, sans être dépendant. Et je trouve que pour la profession, en tout cas, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Mais, honnêtement, moi je trouve que l'idée de se marier avec son père, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Complètement. Son père, c'est vrai. Ou sa mère, pour le coup. Mais je suis assez quand on commence, qu'on est seul et puis qu'on va faire venir quelqu'un en collab, même si on a énormément de respect et qu'on pense que la personne est très bonne pour notre cabinet, pour les affaires et pour le développement, etc., s'associer avec, je pense que c'est vraiment délicat. Après, on peut s'en reparler peut-être dans 10 ans et peut-être de l'expérience. Là, quand on est dans une toute petite structure, moi je l'ai toujours vérifié, ça fonctionne pas, sauf dans un cas quand l'avocat envisage de prendre sa retraite. Et il cherche un successeur. Pendant quelques années, ils vont travailler ensemble, l'un va former l'autre, faire connaître ses clients, sa façon de travailler, etc. Et ensuite, il passe la main. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais sauf ce système,
Quand c'est une petite structure, je pense que c'est compliqué. C'est vrai qu'effectivement, il y en a beaucoup qui le font plutôt en fin de carrière, enfin, dire dans les 10 dernières années ou 5 dernières années. Ah, très bien. Et du coup, sur cette période-là, comme on est dans ce truc de je fais la passation, c'est plutôt légitime que la personne qui est fondatrice, elle garde quand même ce lead et de dire moi je ferai comme ça, machin truc, tout en ayant en tête que ça y est, il va falloir passer le truc. Voilà, mais c'est temporaire. Par contre, si ça l'est pas et que ça a aucune vocation temporaire, pour moi, en termes de positionnement, c'est très compliqué. Ok. Alors changeons un peu de sujet du coup, mais restant toujours dans le thème de l'émission. Du coup, il y a moi je suis toujours un peu impressionné, etc. Des avocats qui décident de s'engager au niveau de l'ordre, etc. Et même de devenir bâtonnier, parce que je trouve que pour le coup, bâtonnier, c'est un rôle qui est très compliqué, puisque déjà forcément, ça prend énormément de temps, on se prend toutes les doléances, machin, etc. Mais en plus, en fait, j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est l'image que j'en ai. C'est quelque part on fait un peu une croix sur sa carrière. En tout cas, on la met entre parenthèses pendant 2 ans. C'est 2 ans, il me semble, c'est ça. Le dauphinat, le temps. Oui, en plus après il peut y avoir, oui, effectivement. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, alors je sais pas si vous avez, vous envisagez, vous avez été bâtonnier, j'en sais rien. Et qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce rôle de bâtonnier? Bon, je suppose que vous pensez qu'il est important, quand même, essentiel. Moi, je peux en parler à distance puisque je ne me sens pas concernée à ce stade. Chaque mais il faudra peut-être y être un jour, tu vois. De toute façon, ça tourne. On peut être bâtonnier plusieurs fois, oui, je pense. Je crois. Oui, on peut être bâtonnier plusieurs fois. Et puis dans les petits barreaux, c'est même habituel. Oui, les petits barreaux, ils ont pas le choix. Un barreau comme celui de Strasbourg avec 1200 avocats. Vous êtes à peu près à la même taille que Lille, parce que Lille, ça doit être ça aussi. Oui, on a un chouïa plus gros, mais pas ça beaucoup. Doit être à peu près ça. À peu près la même chose. Lille, Rennes, Montpellier, c'est à peu près les barreaux de même taille. 2 ans pour un bâtonnier, c'est presque long parce que effectivement, c'est quasiment un temps plein. Voilà. Oui. Alors qu'un bâtonnier à Saverne, il a le temps de bosser. C'est le petit barreau d'à côté. Mais après, là maintenant, à Strasbourg, il y a depuis 2 mandats bâtonnier et vice-bâtonnier ensemble, et je pense que ça allège un petit peu, mais ça reste une charge immense. Pour moi, c'est complètement inenvisageable d'être bâtonnière ou vice-bâtonnière ou même d'être membre du Conseil de l'Ordre. Parce que ça ne marche pas avec mon emploi du temps où je veux faire tourner un cabinet sans travailler trop parce que je veux être présente pour mes filles qui sont en bas âge. C'est juste pas faisable. Moi, dans les contraintes que je suis prête à choisir, il n'y a pas ça. Mais c'est dommage parce que je pense que c'est une très très belle fonction. Après, peut-être pour plus tard. Je veux dire, c'est pas... ça peut évoluer dans le temps. Oui, après, je pense que savoir à quoi ressemblera la vie dans 20 ans... c'est compliqué. Bon, mais plus tard peut-être. Et toi, non? Moi, ils le font très bien. Ils font ça très bien. Quand j'appelle, il y a quelqu'un, c'est parfait. Voilà. Et vous êtes membre du Conseil de l'Ordre? Non, il y a quelqu'un ici? Non, personne n'est membre du Conseil de l'Ordre? J'ai été 12 ans au Conseil de l'Ordre. 12 ans, ouais. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes d'aider les confrères. Et je pense que c'est assez intéressant, à un moment dans sa vie professionnelle, de dire je vais en faire peut-être un tout petit peu moins pour mon cabinet, puis je vais réserver une petite part pour les confrères. Et ça permet de voir quelque part l'envers du décor, comment les choses fonctionnent. Et puis voir comment on peut aider à améliorer ou en tout cas à prendre sa part de la charge. Moi, j'ai été très content d'être membre du Conseil de l'Ordre pendant 4 mandats. Je me suis présenté, en effet... Au bâtonnat, on n'est pas obligé de se présenter au bâtonnat. Peut-être on peut juste donner un coup de main comme membre du Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas bâtonnier, je ne suis plus au Conseil de l'Ordre. Je continue à donner un coup de main au barreau. Enfin, il me semble que je le fais à travers les travaux historiques que je fais pour le compte de l'Ordre de Strasbourg, à la fois pour faire visiter le musée ou pour raconter aux confrères notre histoire collective depuis le XIIIe siècle. Voilà. Et je pense que c'est utile et c'est intéressant pour les confrères. À travers cet exemple particulier, je voudrais dire qu'il y a 1001 façons d'aider les confrères. Et je pense que c'est intéressant et que c'est une belle chose. Voilà. C'est aussi du travail désintéressé pour tout le monde. Ça, Après, il faut trouver le temps. Et ça prend un peu de temps. Il faut être conscient de la chose.
Et de l'émotion aussi, de l'énergie. Mais juste sur le temps, aussi à Strasbourg, ce qui se passe beaucoup, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres barreaux, c'est qu'il y a des commissions ouvertes aux autres avocats. Donc moi, j'ai fait partie, par exemple, de la commission MARD, mode alternative de règlement des différends, où on proposait des choses, voilà. C'est ouvert. Commission pénale, pareil, commission famille, on peut y participer et on peut mettre un peu aussi la main à la pâte sans avoir pour autant l'engagement ordinal. Et je disais émotionnellement, le bâtonnier il est en première ligne quand même. Et toutes les contestations, c'est lui qui les prend. Donc au-delà du temps où il ne peut pas gérer son cabinet, il faut quand même avoir le cuir. De toute façon, à Strasbourg, c'est du temps plein, je pense, non quasiment du temps plein. C'est du temps plein. Ah oui. Ouais, parce que c'est tellement. Donc, déjà pendant 2 ans, à Strasbourg, on met son cabinet entre parenthèses. Donc, soit on le fait en fin d'activité professionnelle et on a déjà un pied et demi non pas dans la tombe. Je voyais venir. Soit on le fait, et un certain nombre l'ont fait, en pleine activité professionnelle, mais on met vraiment son cabinet entre parenthèses, et au bout de 2 ans, il faut repartir de zéro. Et parfois, il ne repart pas. Et parfois, c'est difficile. On a vu quelques vice-bâtonniers ou quelques bâtonniers quitter la profession après leur mandat. Ouais. Donc, faut être conscient que c'est pas facile. Et après, quand nos conseils de l'ordre, c'est quoi? C'est à peu près combien d'heures, je sais pas, par semaine ou par mois? C'est fixe ou non? Enfin, je sais pas. Il y a un conseil de l'ordre, pour faire simple, à peu près tous les 15 jours. Voilà, ça prend le temps. Et après, c'est quoi? C'est une 3 heures, etc. Du coup, le membre, il a le travail individuel. Commission ou un truc comme ça, non? Alors, il y a des travaux en commission, puisqu'on fait partie d'un certain nombre de commissions. Et puis, voilà, il y a des activités, le fait de participer à des taxations, c'est-à-dire le fait d'aider le bâtonnier à rendre une décision en matière de recouvrement ou de contestation d'honoraires. Voilà, ce sont les membres du Conseil de l'Ordre qui préparent les dossiers pour le bâtonnier. Le pauvre bâtonnier, s'il avait 400 dossiers par an à faire, il ferait que ça également à longueur de temps. Donc les membres du Conseil donnent un coup de main. Il y a les rapports. Pour quelqu'un qui veut s'installer au barreau de Strasbourg, il faut étudier s'il y a toutes les conditions légales qui sont remplies, faire la petite enquête de moralité, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est un travail, en plus des différentes commissions qui est réel. Voilà. Ouais. Après, c'est pas non plus 1 heure par jour. Ouais. Ça reste beaucoup plus raisonnable, mais c'est quand même un peu de temps. Parce que le bâtonnier est rémunéré ou pas, lui? Oui. Et les conseils de l'ordre, non? Si? Non. D'accord. Je pense que l'autre chose aussi, c'est que les membres du Conseil de l'Ordre sont aussi quand même identifiés comme personnes ressources et on peut les solliciter pour avoir de l'aide sur telle ou telle chose, que ce soit dans les rapports entre confrères ou que ce soit aussi potentiellement dans des dossiers. Ouais, donc forcément, ça prend du temps. Et je pose la question CNB, mais bon, a priori, non, c'est pas dans les projets d'aller au Conseil national des barreaux. Et là, d'un coup, les regards vont vers moi. Il y a des gens qui font ça très bien. Et après, au niveau... est-ce que vous faites partie d'associations Là, ça y est, c'est parti. Non. Oui. Non, je sais pas. Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Je suis présidente d'une association sur Agneau qui s'appelle Madame Ose. D'accord. Et qui est une association, on va le dire, féministe et qui fait des spectacles et des cours de danse burlesque. D'accord, ok. Ça y est, c'est sorti. Voilà, ça y est, c'est fait. Est-ce qu'il y a des vidéos Alors, on a fait notre show annuel samedi. D'accord. Sur Brumat. Donc, oui, il y a plein de vidéos. Et vous avez... t'as jamais fait partie de l'UGA? Si, parce qu'il y a... Sans transition. Alors, sans transition aucune. Est-ce qu'il n'y a pas un spectacle Si. C'est pas du burlesque à la revue. Non, mais je veux dire... Vous êtes pas prêts pour le burlesque? Ça Ah non, mais le problème, ce serait un problème de temps, parce que dans l'absolu, moi, toujours, en vrai, dans la vraie vie, moi, je voulais être rockstar, on va pas se mentir. Donc, être sur scène n'est pas un problème. C'est quelque chose que j'aurais pu complètement, j'aurais apprécié d'en faire partie. Maintenant, le problème, c'est que j'habite loin, et je pense qu'il y a énormément de répètes, et quand je fais quelque chose, je le fais à fond, donc ça serait matériellement un peu compliqué. Puis, je sais même pas s'ils voudraient de moi, soyons très clairs. Mais non. Alors, du coup, j'ai monté ma propre association de mon côté, c'est l'association avec une école de danse, mais donc voilà, moi je suis impliquée au niveau un petit peu plus local et qui n'a strictement rien à voir avec l'activité, mais qui est tout aussi rentre dedans. On sait où sont nos idées, elles sont pas autre part, ça, c'est clair.
Et toi, Alice Oui, moi j'ai créé une association qui s'appelle la Maison des Solutions, puisque c'est une association franco-allemande. Et c'est l'idée de connecter différents professionnels de compétences complètement variées, donc pas juste juridiques, mais aussi des coachs, aussi des psys, aussi des conseillers en gestion de patrimoine, des traducteurs, qui ont tous à cœur de plusieurs choses. D'abord, d'aider au niveau franco-allemand, qui sont tous bilingues et qui ont vraiment à cœur l'amitié franco-allemande, et qui ont tous aussi à cœur d'aider les personnes, mais un peu dans le empowerment, de leur donner des outils pour qu'eux puissent trouver la bonne solution qui aille bien pour eux. Voilà, un beau projet, on est encore au début, mais ça va être chouette. Et je fais aussi partie de Geschäftsführer der Ausschuss der Arbeitgemeinschaft Mediation. À tes souhaits. En gros, c'est l'équivalent de la commission MARD, donc Mode Alternative d'Orient des Différents, du CNB au niveau allemand. D'accord. C'est l'association, la partie allemande, la partie médiation de l'association allemande des avocats. D'accord. Voilà, notamment. Et c'est quoi? C'est national au niveau, au niveau allemand? National, oui, d'accord. Ok. Et oui, en France aussi, je suppose. Non, je suis pas dans la commission. Enfin, j'ai fait un peu la commission MARD, mais. Oui, d'accord, mais t'as pas de fonction en tant que telle, t'assistes là-bas, je fais partie du comité, aussi, j'ai été élue. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Bon, d'accord, super, en tout cas, c'est bien, vous investissez. Et alors, toi, Jean, je sais pas, tu fais partie de l'association, ou en tout cas, tu étais au conseil de l'ordre. En tout cas, tu t'es investi déjà oui, je suis très, très investi dans plein d'associations. Je crois que je préside encore 3 associations. Ah oui. Il a même oublié. Mais au plan professionnel, j'ai beaucoup investi dans une association sportive qui s'appelle l'USP, l'Union sportive du Palais. Donc j'ai été président pendant 3 ans. Il y a des photos jeunes avec les cheveux. Voilà. Et je crois que je fais ma dernière année dans l'équipe de foot. Ça fait 33 ans que j'écume les terrains de foot du coin avec les avocats et magistrats, quelques huissiers, etc. Conjoints d'avocats aussi. Voilà. On prépare le prochain déplacement pour un tournoi interbarreau en Corse qui aura lieu au mois de septembre prochain. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Oh, c'est bien. Et puis sinon, il y a le musée des avocats qui n'est pas érigé en association, mais qui me prend malgré tout un peu de temps, avec une visite du musée à peu près une fois par mois. Voilà. Et qui est l'occasion de faire découvrir tant le barreau de Strasbourg que la profession d'avocat en général au grand public, indépendamment des avocats, et notamment des jeunes avocats qui viennent découvrir leur histoire collective. Je me rends compte que j'ai oublié une association dont je suis présidente. Bien joué. La boulette. Le réseau européen de gestion des conflits, qui est une association de formation à la médiation interculturelle. D'accord, ok. Bon, c'est bien, vous êtes tous très investis à chaque fois dans les associations. Moi, je fais partie d'aucune association, donc je vais pas... Et je pense que l'avocat est quand même presque dans son ADN impliqué dans la vie de la société et de la cité. Ben oui, mais même toi, le burlesque, c'est quand même une manière de porter haut et fort des valeurs de girl power, ouais, complètement, ouais, non, mais c'est vrai. L'égalité, et du coup, de trouver sa place et prendre sa place. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est étonnant quand on étudie l'histoire des barreaux, en tout cas du barreau de Strasbourg, c'est de voir la palette extrêmement large d'interventions d'avocats dans la vie de la cité. Que ce soit au plan associatif, au plan politique, au plan littéraire, au plan artistique en général. Dans tous les domaines, on retrouve des avocats. Ils sont partout. Et c'est très très bien, voilà, et c'est vraiment chouette parce que il y a une qualité humaine derrière ça, il y a une ouverture au monde dans tous ces domaines, dans toutes ces dimensions, sachant qu'on est tous très différents, mais qu'on est tous réunis par le même serment. On a juré de prêter un serment de dignité, d'indépendance, de probité, de conscience et d'humanité. Et bien ces mots, ils sont très forts, et notamment ce mot humanité. Voilà, on met de l'humanité à travers notre profession d'avocat partout dans la vie de la cité. Et ben je trouve que c'est beau. Mais il y a dans le partage aussi, parce qu'on est beaucoup à enseigner aussi. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas que la vie associative, on est aussi. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai à cœur. J'adore parce que ça va être horrible, mais j'adore ce que je fais. J'adore ma matière, voilà. Et donc, à un moment, c'était plutôt naturel que d'arriver sur le truc de dire, vous verrez, c'est hyper cool. Parce que franchement, tenez le coup, vous verrez, les étudiants, c'est vraiment bien. Et c'est hyper enrichissant aussi.
En fait, on nous retrouve partout. C'est une catastrophe. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet échange. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous sur ces différents sujets. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.